Bon, les amis, on est parti, sans transition aucune, avec donc cet ouvrage que j'ai entre les mains, qui est un pavé, ma foi, Oui. très complet, très costaud, et qui s'appelle Le Crépuscule de l'intelligence, ouvrage édité par Daniel Conversano. On va revenir dans quelques instants sur le propos de l'ouvrage. Je tiens juste à préciser que vous avez en description de cette vidéo un lien permettant d'acheter cet ouvrage tout en soutenant cette chaîne. Voilà, tout en soutenant ma chaîne. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et le commander via ce lien. C'est une chose qui est excellente à faire. Daniel, est-ce que tu peux présenter cet ouvrage rapidement, le propos, voilà, en brossant le trait, parce qu'on va y revenir évidemment. Oui, Pour oui, ceux oui. qui ne l'auraient pas lu, je crois que Hermine, toi, tu ne l'as pas lu. Non. Donc, comme ça, il y a plein de gens dans le chat qui ne l'ont pas forcément lu. Donc, les amis, Daniel, si tu veux le présenter à tous ces gens, ça serait un plaisir. Bah, je te remercie déjà de me donner la parole pour présenter le livre de cet auteur qui n'est pas francophone. Donc, on ne peut pas l'inviter directement et lui parler en français. Mais enfin, je ferai sûrement des vidéos avec lui en anglais. Alors, comme tu l'as dit, on va sûrement rentrer dans le détail. Le public va nous poser des questions, peut-être Hermine et toi aussi. Donc, en fait, je vais résumer ça très rapidement. La thèse d'Edward Dutton, qui est l'auteur principal, mais ce livre a un co-auteur qui s'appelle Michael Woodley Hoffmanny. C'est Dutton qui s'exprime la plupart du temps. Et à travers sa plume, sa thèse, c'est que chaque génération d'Européens et d'Occidentaux est moins intelligente que la précédente depuis le milieu du 19e siècle, fin du 19e siècle, c'est à peu près cette période-là. Entre 1850 et 1900, l'intelligence européenne a atteint un pic. Quand je dis européenne, ça inclut également les États-Unis d'Amérique. En fait, c'est tout le monde blanc. Et que depuis, lentement, c'est là où c'est pernicieux, évidemment, parce que si ça arrivait vite, si on perdait 10 points de QI en 10 ans, ce serait la catastrophe. Mais selon Dutton, donc, et à la lumière de tout ce qu'il met en avant dans le livre, à raison d'environ 1 point de QI de moyenne tous les 10 ans, eh bien, le quotient intellectuel baisserait dans les pays développés. D'ailleurs, dans tous les pays développés, évidemment, nous, on focalise sur l'Europe parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais je tiens quand même à dire, pour terminer de répondre à ta première question, que ce phénomène est indépendant de l'immigration. C'est-à-dire qu'il est probable que l'immigration massive est un catalyseur de ce phénomène, mais n'en est pas forcément la source. Et même s'il n'y avait pas d'immigrés extra-européens, évidemment, la vie serait beaucoup plus belle pour nous, mais ce problème-là, on l'aurait toujours. Non, je suis d'accord. Alors là, c'est quelque chose qui est très important. Effectivement, on peut commencer par là. Vous le savez tous, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur la question, notamment les différences de QI entre populations sont-elles génétiques, vidéo qui, à mon avis, est essentielle pour bien comprendre le monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous nous dirigeons à toute allure grâce à nos amis gauchistes. Hein. Effectivement, l'immigration extra-européenne, sauf type asiatique de l'Est et compagnie qui ont un QI moyen supérieur, c'est quand même pas une énorme plus-value sur le plan strictement quotient intellectuel. Mais le propos d'Edward Dutton, c'est pas du tout de parler de la responsabilité de l'immigration dans ce phénomène-là, même si ça n'arrange rien. Il n'évoque d'ailleurs l'immigration extra-européenne que de manière très marginale. Il y a un petit passage simplement dans son ouvrage qui est vraiment, c'est 2 pages, même pas, sur les plus de 380 pages du livre. Et en fait, c'est complètement dépendant. C'est ce qu'on appelle la fertilité dysgénique. Hermine, ton avis, comme ça, à brûle pour point sur le propos de cet auteur, est-ce que déjà ça t'inquiète? Est-ce que tu considères que ça peut se comprendre? Est-ce que tu vois directement des choses qui pourraient te faire expliquer cette baisse du QI que pointe du doigt Dutton? Oui, alors par souci de transparence, j'ai pas lu le livre, mais j'ai regardé le long live que Daniel a fait sur le sujet. Pour vraiment développer la thèse de Dutton, etc. Donc j'ai un peu été spoilée, donc je vais pas faire semblant Ah ben non, mais au contraire, c'est tant mieux. Deviner des raisons, parce que du coup je les connais, enfin je connais la thèse. Je suis assez d'accord, c'est drôle, j'ai vu une vidéo passer ce matin sur Twitter, et c'est un sketch, vous l'avez certainement vu, mais c'est un sketch de 2 familles, enfin c'est des acteurs qui jouent bien sûr, mais c'est 2 familles américaines et leur rapport à comment ils envisagent la parentalité et le fait de devenir parents. Et en fait, c'est un parallèle fait entre une espèce de famille de cassos, vraiment pas très... d'ailleurs, ils le disent au début avec un QI pas très élevé, etc. Et une famille avec un QI de 140. Et en fait, à la fin, l'arbre généalogique, c'est
c'est la meuf toute seule d'un côté chez les OQI et un truc à 72 branches chez les gastos qui ne se sont pas posés de questions. Et j'imagine qu'il y a aussi un peu ça dans la thèse de Tom Gill. C'est exactement ça. C'est la scène d'introduction du film Idiocratie. En fait, voilà. Je l'ai pas vu. Et qui postule comme ça. C'est un type qui se retrouve plongé dans le futur par une machine à voyager dans le temps, un truc comme ça. Je sais plus exactement quand. Et qui se retrouve dans un monde où il y a eu c'est exactement le propos de Dutton. Les gens les plus intelligents font moins d'enfants, donc du coup l'humanité régresse, quoi. Je me permets de rebondir sur cette anecdote en fait populaire issue d'un film qui est assez rigolo, surtout le début justement, parce que je crois de mémoire que dans le film, dans le futur, ce qui est assez osé, hein, le président est un acteur noir con. Il est quand même osé. Voilà, et je vous assure que récemment, alors après des fois il y a des projections, on met un peu de nous-mêmes aussi là-dedans, mais vous savez, il y a eu cette catastrophe aux États-Unis, le pont de Baltimore s'est effondré, mais vraiment comme un château de cartes, c'était incroyable. Et en fait, à cette occasion, j'ai découvert qui était le maire de Baltimore. Alors, c'est un noir, mais j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Mais alors, c'était un noir qui était habillé, mais qui parlait comme un rappeur. Enfin, ça n'avait aucun sens. J'ai jamais vu un politique aussi mal habillé. Enfin, à côté de ça, nous trois ce soir, on est au sommet de la classe internationale. Il était vraiment habillé comme un skater. Il parlait, il faisait des fautes d'anglais, c'était nul. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça arrivait un peu plus tôt que prévu, je crois. Effectivement, là, regarde, j'ai l'image. Là, je vais vous la mettre tout de suite. Voilà, on s'occupe de tout dans cette émission. Voilà, regarde. Voilà. Non, mais franchement. Voilà. Et c'est vrai que il est là avec son petit truc. Après, c'est vrai que ça fait pas très sérieux, quoi. Mais bon, non, mais il n'a pas l'air méchant. Et puis à la limite, je ne prétends pas qu'il est forcément stupide, mais enfin, il y avait quand même. Quand tu compares à la politique, il n'y a pas besoin d'aller 100 ans en arrière, juste 30 ans en arrière. Enfin, c'était complètement impossible, même dans les années 80-90. Donc, voilà, c'est vrai que ça va un peu dans ce sens-là. Bon, en tout cas, sur ce bouquin, il y a quelque chose qui est quand même. Alors, je le dis pour ceux qui regardent cette émission, et je ne le dis pas seulement parce qu'il y a une partie des bénéfices qui me revient, mais je pense que c'est très important. Hein, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien. Mais c'est un ouvrage qui est essentiel. Vraiment essentiel, un peu de la même manière que Si nous ne faisons rien de Jared Taylor était essentiel. Et d'ailleurs, j'avais fait une grosse émission dessus et je pense que ça a plu aux gens, mais là, c'est à peu près la même chose. C'est un livre qui nous permet de comprendre ce qui se passe et qui nous permet de. Alors, en fait, on voit qu'on est dans une situation qui est un peu compliquée parce que les solutions alternatives à tout ça, elles sont pas évidentes. Globalement, on a le niveau de vie qui a augmenté, on a la médecine qui s'est améliorée de manière drastique. Donc, on avait une espèce de sélection darwinienne avec, en gros, pour faire simple, jusqu'au XVIIIe siècle, 50% des gamins qui atteignaient pas 20 ans, quoi, bon, et qui faisaient pas d'enfants. Donc, les moins adaptés, j'ai pas dit les plus faibles ou les moins forts, voilà, parce que Darwin, c'est pas la survie du plus fort, c'est la survie du plus adapté. Mais donc, les moins adaptés, c'est-à-dire les plus sensibles à la maladie et compagnie, ils étaient un petit peu, c'est horrible à dire, mais un peu évacués du pool génétique, quoi. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on a pire que ça. On avait, c'est le propos de Dutton qui est super intéressant. On avait les gens les plus riches et donc tendanciellement, évidemment, il y a toujours des contre-exemples évidemment, mais les plus intelligents, les permettaient en offrant à leurs enfants un meilleur niveau de vie, meilleure nourriture, meilleurs soins éventuels et compagnie. Ils permettaient, en fait, ça arrivait à une issue qui était aujourd'hui, qui nous paraît incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'enfants riches. Enfin, il y avait un taux de survie des enfants riches qui était plus important que celui des enfants pauvres. Voilà, je vais m'y reprendre. Et donc, mécaniquement, ça augmentait, et donc il y avait une fertilité qui était eugénique, si on veut, qui allait vers le meilleur. Sauf qu'aujourd'hui, donc c'est la fertilité dysgénique. Les gens qui ont le moins bon capital humain font le plus d'enfants. Les gens qui sont les plus intelligents, les scientifiques à 132 QI, comme dans l'intro d'Idiocratie, réfléchissent longuement avant de faire des enfants. Et ça, on le retrouve d'ailleurs partout dans le monde. Parce que tu disais le monde occidental, Daniel, mais dans l'étude de Dutton, alors il faudrait que je retrouve la page exacte, mais il parle même de pays hors du monde occidental qui retrouvent la même chose. Absolument. Je ne sais pas si c'est rassurant ou effrayant. Moi, je dirais que ça permet de dépassionner le débat et de se dire, voilà, il n'y a pas une spécificité, il n'y a pas une pourriture de l'âme européenne. C'est une théorie que je n'aime pas du tout. Non, c'est juste qu'on a atteint la modernité avant les autres. Et on voit, il suffit de citer la Corée du Sud, qui a une fertilité, un taux de fertilité en dessous de 1. C'est pareil également pour la Russie, avec des élites qui font moins d'enfants que les gens pauvres. Et je dirais que le livre donne...
une solidité intellectuelle, une crédibilité intellectuelle à un constat qu'on fait, je dirais, intuitivement, mais aussi en regardant, tout simplement, et par expérience de vie. Enfin, moi, je vous dis, les gens les plus intelligents autour de moi font peu ou pas d'enfants. C'est une réalité. Alors, comment je sais qu'ils sont intelligents? Bah, je le sais, c'est tout. Voilà, ce sont des gens cultivés, voilà, qui sont passionnants, passionnés, mais simplement pour X raisons qui ne sont pas d'ailleurs toujours les mêmes. D'ailleurs, comme vous le savez, j'habite en Roumanie et je vois ce phénomène aussi en Roumanie. Je veux dire, je vois ma femme est médecin, ses amis médecins n'ont pas ou peu d'enfants. Et quand je me balade dans les rues avec mes enfants en Roumanie, je vois bien qui fait des enfants. Et c'est pas bon, c'est au-delà des tziganes, c'est des gens issus de la classe populaire qui d'ailleurs n'en ont pas non plus 10, hein, mais en ont 2, 3, 4 quand les Roumains de bonne éducation en ont moins. Et bien tout cela, au fur et à mesure, ça crée cette problématique, effectivement. Et c'est vraiment un bouquin qui est essentiel à avoir parce que justement, comme tu le dis, c'est une somme scientifique qui est quand même très accessible. Donc ça, c'est super parce que on n'a pas besoin d'être chercheur universitaire pour lire ce bouquin et ne pas le lâcher parce qu'il est très prenant. Je trouve que c'est un bon style, bien traduit en plus. C'est vrai que parfois, je critique pas, mais tu sais, sur Si nous ne faisons rien, j'avais relevé des petites erreurs de traduction et compagnie. Là, il y en a raison, il est mieux traduit. Il est mieux traduit. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est là où c'est intéressant. Je suis content que tu me donnes cette opportunité d'en parler. C'est qu'évidemment, à chaque livre, on essaye de faire mieux, bien sûr. Ce qui s'est passé en fait avec le livre de Dutton, c'est que, ou très rapidement, parce que c'est pas forcément intéressant pour les gens, mais c'est le petit off éditorial qui peut être intéressant. J'ai donné ce livre à traduire à quelqu'un qui était anglophone, mais dont la langue maternelle n'était pas le français. Et donc la première mouture était très décevante. Alors pour le coup, franchement, c'était pas publiable en l'état. Donc moi, j'ai repassé une couche derrière. Et ce qui est apparu entre Si nous ne faisons rien et Le crépuscule d'intelligence, c'est ChatGPT 4. Et donc je dis sans aucune honte parce que c'était quand même un travail lourd. C'est-à-dire quand il y avait des phrases qui me semblaient mal rédigées et qui je le pensais étaient améliorables, j'ai utilisé ChatGPT 4 et bien sûr, je l'ai fait moi-même en plus ce travail. J'ai comparé avec les phrases dans la langue originale. Et alors, non seulement déjà, ça m'a aidé pour la reformulation, mais au-delà de ça, et ça, je m'en suis rendu compte en fait à mon insu, parce que c'est pas ce que je cherchais à faire. Mais à la moitié du livre, je me suis dit, mais en fait, quand tu fais reformuler les phrases par ChatGPT, en plus, il te les corrige. C'est-à-dire que il y a quasiment pas de faute d'orthographe parce que le livre est passé au crible. Donc, ça m'a permis vraiment de perfectionner. Donc, on a un exemple concret d'à quoi peut servir une intelligence artificielle. Vraiment, ça a été un grand soutien et j'aurais mis beaucoup plus de temps à sortir le livre sans ChatGPT 4. Ok, bon super, effectivement, c'est intéressant. Donc il y a ce côté vraiment très costaud de le poids des études scientifiques. On a vraiment un ouvrage de référence sur la question, avec quand même, voilà, moi j'ai cette question lancinante quand je ferme le bouquin, quoi. Là, je vais pas spoiler les gens qui ne l'ont pas lu et qui doivent le lire. Mais c'est comment renverser la machine, quoi. Comment on fait pour éviter ce qui s'est passé à Rome, en Chine et ailleurs. C'est intéressant parce que dans l'ouvrage, on a ces parallèles historiques. Ce sont d'ailleurs des parallèles que fait beaucoup Philippe Fabry, je crois aussi, sur sa chaîne. Il a fait une émission récemment, il faudrait que je la regarde là. J'ai pas cliqué, mais sur ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est quand même un constat assez alarmant de voir cette baisse du quotient intellectuel et ce que ça implique concrètement, parce qu'à la limite, là, on pourrait dire, bon, c'est une discussion, un thème un peu chiant. Non, concrètement, la baisse du QI, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme il ouvre le bouquin là-dessus, Dutton, ça veut dire que le Concorde, le voyage sur la Lune, c'était des pics civilisationnels. Moi, je parle souvent des pics civilisationnels sur Twitter en trollant à moitié, évidemment. Je fixe ça vers les années 2000. Mais en fait, non, pour lui, le pic civilisationnel occidental, le pic intellectuel, c'était dans les années 60, les derniers feux, quoi, on va dire, flamboyants. Et ça veut dire que tout va aller de mal en pis. Ça peut être, vous avez tous connu ça, l'installateur de fibres qui vient pour réparer un truc, et puis bon, c'est n'importe quoi. C'est le livreur Amazon qui, quand il pique pas le colis, le met pas au bon endroit. Bon, c'est un petit peu ça généralement, quoi. Voilà, on a tous des exemples comme ça du crépuscule de l'intelligence concrètement. Hermine, peut-être ton avis un peu là-dessus. Voilà, est-ce que tu vois un petit peu le gouffre dans lequel ça pourrait nous précipiter? Ah, t'as pas ton micro, Hermine. Pardon. Je trouve que l'exemple du pont de Baltimore est pas complètement idiot parce que je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours associé le fait qu'on sache plus entretenir les ponts et que petit à petit les ponts s'effondrent
je trouve que les ponts sont un bon symbole je sais pas pourquoi, hein, je saurais pas le justifier, mais du quotient intellectuel moyen d'une civilisation, d'une population, et le fait de savoir aussi les entretenir et je pense que c'est un truc qui est assez symbolique. Moi, je me posais une question, peut-être que c'est une question justement complètement idiote, et peut-être que voilà, ce sera une preuve, mais est-ce que Dutton explique dans le livre en quoi c'est grave que la moyenne baisse? Parce qu'on pourrait dire, en fait, par exemple, les personnes avec un plus gros quotient intellectuel font peu d'enfants, mais en fait, globalement, le nombre reste sensiblement le même. Il y a toujours autant de gens, on va dire, intelligents au sein de la population française, par exemple. Simplement, les pauvres en font aussi beaucoup plus. Les pauvres, les gens qui sont peut-être un peu moins intelligents, qui ont un quotient intellectuel un peu moins élevé, tout ça. Et donc, ok, il y en a plus, donc la moyenne, quelque part, baisse, mais rationnellement, il reste quand même le même nombre, en tout cas, de génération après génération, de gens quand même avec un très haut QI. Et donc, est-ce que les choses pourraient pas s'entretenir quelque part un peu comme ça? Est-ce qu'il adresse ce truc-là ou Oui, oui, précisément, il aborde cette question et il explique parce qu'en fait, au début, j'avais un peu la même réaction que toi, c'est-à-dire en fait, on est quand même, il y a environ 650-700 millions d'Européens ethniques sur Terre. Bon, on est quand même beaucoup encore aujourd'hui, donc tout ça, ça peut tenir. Et ce qu'il explique, bon, il a plusieurs arguments, mais il y en a un qui est central, qui est celui en fait du rapport du nombre de gens intelligents par rapport au nombre total de la population. C'est-à-dire que, alors, il y a toujours des gens très intelligents, hein, voilà, il y a toujours des gens qui ont même plus de 140. En fait, au-delà de 140, on estime c'est plus que l'intelligence, c'est une super intelligence. Voilà, ce sont les gens qui font avancer le monde. Donc, soit ces gens-là deviennent fous, soit ce sont des grands inventeurs comme Einstein ou comme Newton, etc. Musk, hein, peut-être on pourrait citer aujourd'hui, entre autres. Et en fait, ce que dit Dutton, enfin, ce qu'il explique, c'est qu'il y a un moment où les sociétés développées déclinent. Alors, on peut citer la Rome antique, même si la Rome antique n'avait pas atteint ce niveau de développement qu'est le nôtre. En fait, il y a un moment où il n'y a plus assez en quantité de gens intelligents pour faire fonctionner une vie en ville qui est complexe. C'est-à-dire, il y a une administration, il y a des infrastructures. Bon, voilà, nous, on va rebondir tout de suite dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des trains, il y a des avions, il y a Internet. Voilà, et pour faire fonctionner tout ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans le monde. Donc, pour nous, c'est normal comme mettre un pied devant l'autre, mais ne serait-ce que le système de feu, les feux rouges, les feux verts, toutes ces choses-là. En fait, la vie en ville est extrêmement complexe et il faut qu'à chaque génération, il y ait un certain nombre de gens intelligents qui naissent, c'est-à-dire des gens à plus de 115, 120 QI, eh bien, afin déjà de maintenir la société. Ne parlons même pas de la faire progresser. Mais peut-être plus grave encore, en fait, ce que dit Dutton, en fait, ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est que Dutton nous réconcilie avec l'idée de la quantité. Parce que souvent, on essaie de se rassurer en disant, bon, d'accord, les Africains font beaucoup d'enfants, nous, on en fait moins, mais ils sont plus intelligents, ce qui est vrai. Sauf que dans le monde européen, pour, pardonnez-moi l'expression, mais pondre des génies, il faut faire beaucoup d'enfants. Voilà. Parce que, par exemple, vous avez alors ça, c'est trop complexe pour que je vous l'explique là, mais dans le livre, c'est bien mieux écrit que je ne pourrais le faire, que je ne pourrais vous le décrire. Mais deux parents qui ont 125 ou 130 de QI ne font pas forcément un enfant qui a 125, 130. En général, ils font un enfant qui a un tout petit peu moins ou la même chose qu'eux. Donc, en fait, à l'heure qu'il est, on ne sait pas comment naît un enfant qui a 140 ou 150 de QI. Il a beaucoup plus. Alors, c'est pas tout à fait du hasard parce qu'il a beaucoup plus de chances de naître dans une famille qui est intelligente de manière héréditaire. Mais voilà, je ne sais plus, je crois que c'est, très honnêtement, je ne sais plus si c'est Beethoven ou Bach, peut-être même les deux, mais il y avait énormément d'enfants dans la famille Bach, mais il n'y a que Bach qui était Bach. Donc voilà, et comment on arrive à une société où il y a énormément de gens de qualité? Eh bien, lorsque les peuples de qualité font beaucoup d'enfants. Et pour un peu finir de répondre, ça me fait penser à ce que tu as dit au début quand tu as présenté le livre. Ce qui fait peur, entre guillemets, c'est que c'est quelque chose vraiment de très mathématique, c'est-à-dire la marge de correction, elle semble compliquée. Il donne l'exemple du Canada. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'immigration au Canada, mais la chute du QI au Canada est moins visible, tout simplement parce que les immigrés au Canada sont essentiellement asiatiques de l'Est. Voilà, et quand on connaît un peu la carte des QI, on sait que ce sont des peuples globalement intelligents. Alors, ça pose des problèmes identitaires qui sont évidents, mais au niveau du fonctionnement de la société, il est moins inquiet pour le Canada que pour la France, par exemple. Ouais. Et tu te demandais des exemples concrets de ce que ça impliquait, une baisse du QI moyen. Il y en a pas mal qui sont donnés dans le livre. Vraiment, je vous encourage vivement à l'acheter parce que c'est hyper intéressant dans le retour historique même sur ce qu'était le néolithique, les chasseurs-cueilleurs, les pasteurs nomades et tout. C'est hyper intéressant la manière dont est décrit la société et ça nous explique nos réflexes à nous
Voilà. Alors, on voit d'ailleurs que nous, on a la grosse rupture, c'est la fin de la polygamie. À une époque, la polygamie, c'était vraiment le gros truc, hein. Les meilleurs, ils avaient vraiment un maximum de femmes. Bon. Mais il explique dans son bouquin donc, beaucoup de choses. Et là, pour revenir aux conséquences de la baisse du QI moyen, il y a tout simplement la démocratie, voilà, la stabilité politique. Ce sont des éléments qui ne sont envisageables que dans une société mature intellectuellement, avec un QI moyen qui est quand même costaud. Tout ce qui est corruption, violence, délinquance et compagnie, ça augmente drastiquement au fur et à mesure que le quotient intellectuel moyen baisse. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est violent. Et puis ultimement, même si on ne peut pas le décrire de manière précise parce que les mêmes causes ne produisent pas exactement les mêmes effets, surtout quand il y a des circonstances et des temporalités différentes, mais la fin de tout ça, si jamais nous n'arrivons pas à redresser la barre, c'est l'effondrement civilisationnel, c'est-à-dire la chute de l'Empire romain qui nous attend. Et avec le retour à ce qu'il appelle un hiver civilisationnel avec une chute abyssale, quoi. Oui. Et puis, alors, il parle par exemple il donne des exemples des moments où l'humanité a perdu des connaissances. Bon, au Moyen-Âge, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, etc. Donc, ça arrive. Voilà. Alors, quand on parle d'effondrement, il ne faut pas s'imaginer le monde avec une météorite qui arrive et tout le monde qui meurt. C'est simplement un retour en arrière de la civilisation, ce qui est déjà arrivé dans l'histoire et ce qui serait gravissime. Imaginez, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais imaginez que des œuvres de musique du 18e ou du 19e siècle disparaissent parce qu'il n'y a plus les personnes pour maintenir cette mémoire, parce que ça n'intéresse plus les générations suivantes, parce qu'il y a des guerres, parce que tout ça crée, on va dire, un désordre incroyable. Donc, effectivement, ce serait absolument catastrophique. Et je dirais qu'il y a un truc qu'on n'a pas mentionné, mais que je trouve vraiment intéressant dans le livre, même si la question est ouverte, il ne répond pas à la question, parce qu'il ne l'a pas, la réponse. C'est le paradoxe de la religion. Alors, le paradoxe de la religion, c'est que les sociétés, quand elles naissent, elles sont mystiques, c'est-à-dire que voilà, elle manque de connaissances. Donc, quand on manque de connaissances, on se tourne comme ça vers le divin. Et en fait, le fait de se tourner vers le divin donne une force à ces civilisations. C'est-à-dire que ça leur fait braver la mort, ça leur donne du courage. Et puis, plus ces civilisations durent, plus ensuite elles se modernisent, elles deviennent rationnelles, ce qui est à la fois un processus qui est génial, hein, parce que ça crée justement une société développée, mais justement, ça crée dans le même temps les conditions de ce déclin. Comme s'il était en quelque sorte inexorable, parce que ça sélectionne des individus qui sont moins religieux que les générations précédentes, et ces individus, certes intelligents, comme ils ne croient plus en la vie après la mort, comme ils ne croient plus en un absolu, ils vivent finalement pour eux-mêmes. Donc il y a quand même une dimension, on ne l'a pas abordée pour l'instant dans le livre, mais Deuton se pose la question de la morale, en fait. C'est-à-dire que pourquoi aussi les gens de haut niveau, quand on parle d'élite, on ne parle pas forcément d'élite, il faut s'enlever de la tête Schwab et Attali. Une élite, c'est les gens les plus intelligents du monde, tout simplement. Ouais. Mais quand les gens les plus intelligents du monde se disent que finalement, la vie s'achève avec leur mort, finalement, le devenir des sociétés les importe peu, et c'est comme ça qu'on en arrive à ce genre de catastrophe. Et c'est incroyable que tu parles de ça, parce que c'est vrai que l'aspect religieux est à la fois une source du problème chez Deuton. Enfin, la question catholique, chrétienne, on va dire, est à la fois une source du problème. Pourquoi ? Parce que ça rompt avec la polygamie et ça met des lettrés hors du circuit de la reproduction, puisque les moines, les abbés et compagnie, les hommes les plus cultivés ne peuvent pas se reproduire théoriquement. Mais en même temps, c'est cette religion catholique qui, par son interdit de la contraception, par la volonté quand même de mettre en avant la procréation, a permis aussi à l'Europe, aux élites européennes, de rester quand même au sommet de la natalité, quoi, on va dire. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est amusant. Et donc, il y a ça, il y a un rapport un peu ambivalent. On sent bien qu'il n'est pas du tout catholique, hein, ça s'entend, enfin, ça se lit. En tout cas, je crois le voir à peu près clairement. Ceci étant dit, pour lui, la question religieuse peut aussi être une solution, pas la religion catholique ou musulmane évidemment, hein, mais en réalité, il faudrait, si je comprends bien, alors je ne vais pas spoiler trop le livre parce que le but c'est quand même que vous le lisiez, mais l'idée, ça serait de mettre en avant une espèce de forme religieuse qui soit par exemple très scientiste, pourquoi pas, et qui mette l'amélioration de la société et du capital humain un peu au centre de nos préoccupations. Et je trouve que c'est intéressant comme idée. Alors après, bon, ça peut faire peur aussi, parce qu'il y a tous les mots type eugéniste et compagnie qui sont lancés, mais enfin, en même temps, tout le monde est eugéniste, hein.
quand on choisit une nana ou pour vous les filles, quand Bien vous sûr. choisissez Oui, un tout à mec, fait. vous choisissez pas la première ou le premier qui vient. On choisit évidemment quelqu'un qui nous paraît le meilleur possible. Bon, on Bah, connaît déjà Nicolas, je t'interromps pour aller dans ton sens. L'hypergamie, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eugénisme. Bah oui, Tout évidemment. simplement. Tout simplement. Mais tout le monde L'hypergamie l'est. féminine est une tentative. Alors après, une femme peut se tromper de diagnostic. Elle peut croire qu'un homme est super alors qu'il n'est pas. Mais dans l'idée, bon, voilà, un homme qui a l'air en forme, qui est grand, qui est intelligent, qui est bien placé dans la société, bon, ben, ce qu'on appelle l'hypergamie, on pourrait tout à fait l'appeler eugénisme. Mais c'est vrai que le mot eugéniste fait peur parce que certains dictateurs, voilà, on fait n'importe quoi. Et il faut être précautionneux quand on parle de ça. Mais les sociétés, dans le passé, étaient eugéniques, déjà parce qu'elles n'avaient pas le choix. Voilà, quand tu avais 7 ou 8 enfants et que tu voyais qu'il y en avait un qui avait certaines dispositions alors qu'un autre te semblait, pardonnez-moi, un peu merdique, bah, tu avais tendance à mettre tes moyens, tes ressources pour aider le plus fort. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, les choses ont changé. Mais je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas commencé à répondre à une question que tu as posée qui est fondamentale, c'est finalement comment changer les choses. Et le livre pose la question finalement de la méthode, c'est-à-dire comment faire en sorte que les générations futures d'Européens fassent des enfants, et notamment les personnes qui ont le plus de facultés. Ben justement, c'est vraiment, je pense qu'il faut le voir comme un projet, c'est-à-dire se poser la question comment faire en sorte que les femmes intelligentes, parce qu'il s'agit de ça aussi, c'est qu'aujourd'hui les femmes intelligentes font des Ça, études c'est longues. Hermine, là. Hermine, c'est pour toi, là. Non, mais voilà, Bah non, les c'est pas femmes pour moi parce que moi j'ai fait un enfant à 24 ans, donc c'est pas Mais pour comment moi. t'as fait justement, on veut la formule, on veut comprendre. Mais je vais donner un exemple parce que je suis en train alors là, c'est pas dans le livre, mais je voulais dire sur quoi je suis en train de travailler un peu en ce moment. Il semblerait que dans les pays scandinaves, ce dysgénisme ne soit pas autant à l'œuvre que dans nos pays. Et ce que je crois, la direction vers laquelle je vais, c'est que ces pays-là sont des pays au fonctionnement à la fois moderniste, où en fait il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, même si en tant que droitard, on peut estimer que c'est un changement de monde qu'on veut pas, on veut des hommes virils, on veut des femmes discrètes, surtout pas distraites, discrètes. Mais le modèle scandinave aurait tendance à rassurer les femmes intelligentes, les femmes surdiplômées, dans la capacité de l'homme à gérer les enfants avec elles. Voilà, ce qui pousserait les femmes à haut QI, disons-le nettement, à faire plutôt 2-3 enfants que 0 ou 1, ce qui change énormément de choses. Et mes études et mes recherches actuelles vont dans ce sens, et ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi ces pays-là réagissent plus intelligemment à une immigration massive et plus rapidement que nous. Par exemple. En fait, ils sont pragmatiques surtout, je suis d'accord. Non, mais c'est intéressant. Exactement. Hermine, toi qui es en plein dans la discussion, parce qu'effectivement, tu vas pas nous la faire. Hein. Si t'étais pas maline, ça se saurait. Donc, à mon avis, le QI est quand même élevé. Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. C'est comment faire pour que les femmes à haut QI, effectivement, fassent de plus en plus d'enfants. Mais les hommes aussi, d'ailleurs. Hein, les hommes à haut QI. Hein, tout le monde, ils sont 2 dans la barque. Sachant que j'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, mais qu'en France, quand même, j'ai l'impression que, même si évidemment, c'est pas aussi bien que ça devrait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un élan vers la parentalité chez les CSP++, notamment chez les femmes. Je sais pas si c'est un petit peu les trucs Instagram que je vois passer, les célébrités qui mettent en avant leur enfant et tout. Je sais pas si tu ressens ça aussi ou si je me trompe complètement, et quelles sont tes solutions par ailleurs. Moi, je le ressens pas forcément beaucoup. J'ai plutôt une inquiétude, je trouve, dans ce que je vois dans la vie autour de moi, etc., du fait de la maternité chez les femmes, notamment avec, je pense, une intelligence un peu plus remarquable que la moyenne. J'avais jamais totalement pensé à ce que disait Daniel là sur les pays scandinaves. Je pense que je suis assez d'accord avec le fait que les femmes très intelligentes que je connais sont plutôt des femmes qui... je ne veux pas du tout faire l'apologie d'un profil masculin, particulièrement émasculé ou quoi que ce soit, mais je pense effectivement que en fait, j'ai même pas envie de dire le machisme parce que je pense que ça va plus loin que le machisme, mais le côté que peuvent avoir les hommes, y compris les hommes de gauche, de par exemple les trucs de charge mentale, de laisser reposer beaucoup de l'éducation des enfants sur les femmes, beaucoup de la charge du foyer, ce genre de choses. Et je pense effectivement que les femmes avec des hauts QI, en tout cas moi celles que j'identifie comme ça autour de moi,
sont plutôt rassurés par des profils d'hommes qui ça n'empêche pas d'ailleurs d'être viril, enfin voilà, par ailleurs. Non, mais tu partages des trucs. C'est pas du tout un truc sine qua non, parce qu'en plus, il peut y avoir des mecs qui sont, j'ai pas envie de dire le mot, mais qui sont pas très virils et qui peuvent par ailleurs être de gros flemmards là-dessus et pas du tout engagés voilà, à l'engagement d'avoir des enfants. C'est pas lié. Voilà, donc je suis pas d'accord avec en fait, si je vulgarise un peu ce que vous avez dit tous les deux, c'est qu'en réalité, l'un des atouts dans notre monde moderne, où il y a moins de séparation des tâches et compagnie, l'un des atouts pour relancer un peu la natalité, c'est que les hommes acceptent de prendre leur part et sortent, notamment à droite, de la posture du mec, les femmes à la cuisine, s'occupent des gamins pendant que moi, je vais ramener l'argent, quoi. C'est ça? Oui et non. Oui, je pense que oui. Tu veux répondre, Daniel? Alors, il y a un oui chez Hermine, un oui et non chez Daniel. Non, Daniel, parce que la réponse est réellement oui et non. C'est-à-dire que, en fait, ce qui nous séduit en tant qu'homme chez une femme et ce qui séduit les femmes chez les hommes, c'est à peu près toujours la même chose depuis des siècles. Voilà, sûr, un homme entreprenant, un homme qui n'est pas timide, aura plus de partenaires sexuels, plaira davantage. Maintenant, c'est pas incompatible. En fait, Hermine l'a très bien dit. Moi, je connais des gens qui ont tout faux. C'est-à-dire, non seulement c'est, comment on appelle ça là, ils ont des looks de bouffeurs de quinoa, mais en plus, ils foutent rien. Voilà, je connais plein de gens comme ça. Voilà. Et à côté de ça, vous avez des gens qui ont une apparence super virile, type rugbyman, donc qui peuvent plaire aux femmes pour des raisons totalement physiques, et qui en fait sont des crèmes à la maison, voilà, qui font la cuisine, je sais pas, à tour de rôle ou de temps en temps. Ou qui changent des couches. Enfin, voilà, moi, je change des couches de mes enfants. J'ai pas l'impression de perdre en virilité quand je fais ça. Mais clairement, en fait, il faut prendre en compte le monde tel qu'il est. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens déjà d'avoir qu'un seul salaire par foyer. Donc, s'il n'y a pas un seul. Donc, soit on décide qu'on vit avec un seul salaire, le salaire de l'homme. Dans ce cas, eh bien, on part moins en vacances. Là, il y a moins d'argent pour la famille, tout simplement. C'est une décision qui peut se prendre, mais qui n'est pas évidente. Soit on décide de ne pas perdre en pouvoir d'achat. Dans ce cas, les deux travaillent. Et si les deux travaillent, c'est normal de répartir les tâches. Donc, répartition des tâches, ça ne veut pas forcément dire. Enfin, je veux dire, c'est pas bébête. Le lundi, tu fais la vaisselle, le mardi, je fais la vaisselle. Mais je veux dire, par exemple, si l'homme peut faire les courses parce que c'est lui qui a la voiture, donc la femme lui fait une liste de courses, l'homme va faire les courses. La femme, elle n'a pas de voiture, c'est ça? C'est ça que tu es en train de nous dire, Daniel? Hein? Non, mais ma femme a le permis, mais elle ne sait pas conduire. Hein. Ça m'énerve. Non, mais voilà, non, mais on se répartit les tâches intelligemment parce que la vérité, en fait, tout simplement. Une femme accepte de faire des enfants avec vous, bon déjà quand elle vous aime, ça c'est l'évidence, mais aussi quand elle n'a pas l'impression que vous allez vous barrer dès que l'enfant va naître ou que vous allez vous soustraire à vos responsabilités, ce qui est la même chose, hein, entre se barrer ou ne pas être là toute la journée. Voilà, il faut vraiment… voilà. Après, aucun couple ne se ressemble. Un homme qui gagne des fortunes, qui travaille 50 heures par semaine, mais qui ramène je ne sais pas combien d'argent à la maison, bon, bah, évidemment, il va déléguer son rôle de père, c'est-à-dire qu'il y a une femme de ménage, il y en a deux, il y a une nourrice, c'est ce que vous voulez. Mais on va dire, pour les gens de la classe moyenne qui nous écoutent, hein, qui sont la majorité ou même des prolétaires, bah, aujourd'hui, on peut plus se permettre de dire à une femme, écoute, je te ponds 3 gosses, je vais rien foutre, mais sois déjà contente que je te les fasse. Et force est de constater que, mais c'est une critique que je me fais à moi-même, hein. On critiquait beaucoup le modèle scandinave, on disait finalement les hommes là-bas, c'est quoi? C'est même pas des hommes, ces mecs, etc. Bah, si on regarde en fait les moyennes, ce sont les pays scandinaves qui se rapprochent le plus de 2, donc ils sont en dessous, mais ils sont pas très loin, ils sont entre 1,6 et 1,8, ce qui est pas trop mal. Et des pays donc à haute valeur ajoutée, à haute intelligence, bah, dans ces pays-là, les femmes intelligentes peuvent se reposer sur leurs hommes. Voilà, et donc c'est important. C'est important de prendre ça en compte. Hermine, si tu veux conclure un peu le sujet là-dessus, parce qu'on s'est un peu éloigné du crépuscule de l'intelligence, mais si tu veux conclure là-dessus. Non, franchement, je suis assez d'accord, je suis assez convaincue par cette thèse. Alors après, c'est peut-être voilà, parce que je suis une femme et tout, mais honnêtement, je regarde vraiment les exemples autour de moi. Je pense que moi, je viens quand même d'un milieu où, enfin, je sais pas, ce serait peut-être un peu prétentieux de dire ça et tout, mais j'ai quand même l'impression d'avoir autour de moi des femmes qui sont assez intelligentes et qui ont cette problématique de ne pas vouloir faire d'enfants. Et donc, je suis vraiment en fait, moi, je suis vraiment dans le milieu où, par exemple, les femmes vraiment envisagent de ne pas faire d'enfants, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui les rassurait, effectivement. Et d'ailleurs, je veux pas, voilà, mais je pense que c'est le genre de femmes qui apprécieraient de sortir avec des hommes un peu du Nord, des hommes un peu scandinaves, voilà, sans perdre en virilité, qui soient peut-être des hommes qui savent cuisiner, des hommes qui savent s'occuper des enfants, voilà, qui n'ont pas besoin qu'on leur explique les choses et tout. Donc, je pense que c'est un truc qui marcherait bien. Peut-être la recette du succès. En fait, la recette était féminisme depuis le début.
Non, mais c'est intéressant, mais effectivement, là, on s'est un peu éloigné du sujet en apparence, mais en réalité, on est quand même resté dans le fond du truc. Ça me dérange pas de pas être académique parce qu'il y a tellement de choses à dire. Après, voilà, quand on parle des solutions, il y a aussi ce qui est hors de l'écran radar. Ce qui est hors de l'écran radar, c'est l'évolution de la technologie médicale. Moi, c'est un sujet qui me passionne et je me renseigne énormément là-dessus. On peut jamais être très précis, hein. Ça peut être 20 ans, ça peut être 40 ans, ça peut être 50 ans, mais enfin, honnêtement, ça sera avant la fin de ce siècle, la sélection embryonnaire. C'est-à-dire, en fait, choisir. Alors, tout le monde ne le fera pas. Je pense que dans les sociétés libres et démocratiques, les gens qui ne veulent pas le faire ne le feront pas. Ne le feront pas s'ils ne le veulent pas. Mais je crois que les gens voudront le faire. Voilà. C'est un peu comme un iPhone. Rien ne vous oblige à avoir un iPhone ou un smartphone de haute qualité. Mais la plupart des jeunes en veulent et nous aussi. Non, mais c'est vrai. La comparaison nouveau-né iPhone, elle est géniale. Mais évidemment, si tu as le choix, tu prends le Pro Max au lieu du truc bas de gamme, bien sûr. Mais mais c'est pas. Mais c'est quelque chose qui se fait, l'eugénisme. Hein. Moi, je vous en parlais depuis tout à l'heure comme quelque chose qui pourrait potentiellement se faire ou qui serait potentiellement souhaitable, mais c'est quelque chose qui se pratique. Je veux dire, les avortements, par exemple, l'interruption médicale de grossesse, c'est bon, dans certains cas, c'est pour des cas de trucs, enfin, voilà, mais ça reste de l'eugénisme. C'est quand même une manière de sélectionner qui on veut mettre au monde, qui on veut pas mettre au monde. On peut être pour ou contre. Hein. D'ailleurs, c'est pas forcément le sujet, mais c'est déjà quelque chose qui se pratique. Et d'ailleurs, avec la GPA, le fait de sélectionner des mères porteuses ou des femmes quand on prélève voilà, les ovaires, etc. C'est déjà en soi de l'eugénisme. On peut déjà le faire sur des critères qui sont un peu arbitraires et qui sont celui de l'intelligence. Et même pas de la GPA, tu as aussi la question des dons de sperme et compagnie pour une PMA uniquement. Et là, pour le coup, c'est un catalogue et ceux qui gagnent, c'est pas nos amis venus d'ailleurs. Hein. C'est plutôt Sven, le Scandinave, pour le coup, qui va bien aider sa femme, mais qui est surtout 2 mètres, blond, yeux bleus, musculature. C'est lui qui gagne la course. Et même dans les pays type Brésil et compagnie, c'est les Nordiques qui gagnent. Dans ces pays-là. Surtout dans ces pays-là. Juste pour conclure, et dans le catalogue, au-delà des yeux bleus et des gros muscles, il y a le QI qui est indiqué. Et le QI, et là, pour le coup, on a une sélection du QI. Alors, évidemment, il n'y a pas une nana au monde qui choisirait d'avoir un mec de 80 QI pour donner le sperme, évidemment. Peut-être que... Alors, honnêtement, le QI, je ne sais pas. Probablement, dans certains pays, c'est autorisé, dans d'autres, ça ne l'est pas. Mais... Ouais, au Brésil, je crois que ça l'est. Voilà, mais quand ça n'est pas autorisé, il y a le statut social. Et en fait, si tu sais le statut social, bah évidemment, quelqu'un qui est neurochirurgien, vous imaginez bien qu'il n'a pas un bac QI. Donc la femme a tendance, la femme intelligente ou la femme qui tend vers l'intelligence, eh bien, va plutôt sélectionner ce profil. Effectivement, mais il y a un exemple qui, malheureusement, c'est un exemple qui est terrible, mais bon, la réalité, il faut la prendre telle qu'elle est. Bon, l'eugénisme, ça existe déjà. Ça s'appelle le test pour déterminer si l'enfant va être trisomique ou pas. Et on a les stats. 95% des couples qui apprennent que leur enfant va être trisomique le font avorter, quelle que soit leur conviction religieuse. Bon, voilà, fin du game, KO au premier round. Mais il n'y a pas à s'en vouloir de fonctionner comme ça. En réalité, en tant que parent, on veut le meilleur pour nos enfants. Et quand on pourra librement, alors peut-être que ça prendra des décennies, hein, c'est sans doute pas nous qui allons vivre ça, mais nos enfants ou nos petits-enfants, quand nous pourrons sélectionner vraiment ce que sera l'enfant et on pourra choisir l'amener dans une direction qui est celle de l'intelligence, la plupart des gens feront ce choix. Voilà. Et ça, c'est un avenir énorme hein, pour l'humanité, qui est concret, qui est tangible. Hein. C'est pas du blabla. On n'est pas en mode Paco Rabanne, quoi. Là, on va... Je me permets d'intervenir, Daniel, parce qu'il y a plein de gens qui doivent t'entendre et qui se disent quoi, mais c'est horrible de choisir son enfant comme sur un menu, c'est terrible et compagnie. Mais, les amis, moi, je suis d'accord. Philosophiquement, c'est pas quelque chose qui me fait hyper plaisir d'entendre ce genre de choses parce que moi, je crois un petit peu au côté naturel. Bon, voilà. Mais, le jour où on a le choix véritablement et que le médecin vous dit, bah, si vous voulez, on peut augmenter le QI de votre enfant de 15 points. Ça coûte rien. Hein, c'est une petite manipulation de rien du tout. Bon, qui va refuser ça objectivement, même parmi les gens qui regardent cette vidéo et qui critiquent un peu cette position? Je pense que, bon, personne. Non, parce qu'on pense au bonheur de l'enfant, évidemment, avant tout. Et puis à la difficulté d'élever un enfant qui a un retard mental. Enfin, ça me semble évident, c'est un handicap. Pourquoi maintenir une société qui aurait ce genre de problème, effectivement. Donc là, je dirais, c'est la partie invisible, c'est-à-dire que la théorie des cycles... En fait, Dutton, à travers ce livre, m'a fait recroire à la théorie des cycles que je trouvais un petit peu trop mystique pour être honnête. Mais sauf qu'en fait, il a donné un argument qui semble imparable, qui est celui d'une société qui augmente en intelligence
et qui, du fait de cette augmentation, crée les conditions de son déclin. Et en fait, là où on voit un déclin moral, il y a avant toute chose un déclin collectif finalement du bon sens. Et tout de suite, c'est beaucoup plus convaincant. Il y a beaucoup de choses semblent s'expliquer à cette lumière-là. Et c'est vrai que bon, j'ai partagé quelques extraits. Pour certains pays comme le Royaume-Uni, les projections sont catastrophiques. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, si la baisse de QI continue comme ça, eh bien en fait, en 2105, le Royaume-Uni pourra avoir un QI inférieur à 90 de moyenne. Ça veut dire énormément de gens qui ont 75 et peu de gens qui ont plus de 100. Pour un des pays qui a le plus marqué l'histoire de la culture et de la civilisation, c'est atroce. Mais du coup, on pourra résoudre ça en augmentant le QI des embryons ou pas? Parce que du coup, ça résout toute la thèse, tout le problème soulevé par Dutton, non? Je ne dirais pas que c'est le seul espoir, mais c'est un espoir énorme. Et quand je vais interroger Dutton sur le livre, je vais lui en parler. Et je pense qu'il aura une réponse très franche parce que c'est un curieux personnage en termes de personnalité, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi religieux que rationnel, mais les deux à la fois, je dirais. Il arrive à concilier ça. Alors, je sais pas s'il est croyant au sens une foi chrétienne énorme, mais c'est quelqu'un qui a une part mystique en lui. Hein. C'est quelqu'un qui pense vraiment que dans le déclin de notre civilisation, il y a aussi une part d'éloignement par rapport en fait à la transcendance, quoi. Donc, à travers cette vidéo. Dans le chat, les gens sont en feu. On a Loïc qui nous parle d'un bébé débloquable par Face ID, donc pourquoi pas, effectivement. On a voir le pire. Nikita qui veut le choisir avec 8 bras. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux un enfant qui soit aussi un récepteur Starlink pour avoir Internet partout. Un enfant Bluetooth. Bon, bref. Bon, effectivement. Mais ça me permet de faire une blague. Il suffit juste d'être dans un pays où Internet fonctionne normalement. Parce que en France, Internet est catastrophique. Vous n'avez pas conscience de ça. Moi, je vis dans un pays où il y a plein de problèmes en Roumanie, mais la connexion Internet est tip-top. Et alors là, tu vas dans la campagne roumaine au dernier endroit, en fait, il y a quand même la 4G qui fonctionne très bien. Donc, il faut vraiment que le réseau Internet… Ça, c'est un argument électoral, hein. Sérieusement, hein, pour les jeunes. Hein. C'est-à-dire, en fait, on va améliorer la connexion Internet en France. C'est jamais dit par les politiques. Non, mais c'est essentiel. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'étais dans le désert. Au Sénégal et j'avais un réseau 4G 10 fois supérieur à celui que j'ai chez moi. Comme quoi. Parce que vous savez quoi, dans le désert, je dis n'importe quoi, c'est pas vraiment le désert, mais dans la brousse sénégalaise, en fait, il y a des Chinois qui font beaucoup d'agriculture, etc. Et du coup, je pense, j'aimais le possibilité que ce soit ça. Oui, l'infrastructure doit venir d'eux, à mon avis. Bon, non, mais il y a des choses curieuses. Mais pardon, tu voulais peut-être aller sur autre chose, mais je réalise qu'en fait, c'est vrai que j'ai peu parlé de l'auteur, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est que donc c'est un anthropologue, d'accord. C'est quelqu'un de diplômé, mais c'est aussi, en fait, il a fait des études de théologie. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en histoire des religions. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il adhère à toutes ces thèses-là. Mais pour les anglophones qui ne le connaîtraient pas, je vous invite à regarder les vidéos de Dutton sur Internet parce que il a un côté sérieux dans le fond, mais dans la forme, c'est un homme loufoque. Ouais, c'est loufoque, c'est le mot que j'avais. Il est loufoque. Voilà, c'est-à-dire, il se déguise parfois pour faire passer une idée. Il est un peu pince sans rire, c'est-à-dire on ne croirait pas qu'il est drôle, mais en fait il l'est. Et ça, je dirais que c'est un argument pour peut-être avant de le lire, apprendre à l'aimer. Voilà. Bon, bah écoute, prendre à l'aimer, c'est superbe, ça nous met des petites notes de musique dans la tête, tout ça. Du coup, pour revenir donc pour conclure sur cet ouvrage que je vous encourage vivement à commander, évidemment via le lien que vous avez en description. Je fais vraiment le boutiquier aujourd'hui là, hein. Je suis à fond. Mais en même temps, c'est normal. Pourquoi? Parce que cet ouvrage, et c'est d'ailleurs l'un des mots dans la dernière partie du livre de Dutton, il nous permet d'anticiper l'avenir. Donc, en fait, si on ne voit pas la problématique monstrueuse qui nous arrive et qui est parfaitement documentée dans ce bouquin qui est à la fois très instructif et édifiant dans tous les sens du terme, parce que ça fait quand même un peu peur. Si on ne voit pas cette problématique qui arrive, si on ne voit pas ce mur qui arrive, il y en a plusieurs murs aujourd'hui dans lesquels on fonce. Le gauchisme, l'immigration extra-européenne, mais la fertilité dysgénique, la baisse du QI dans tout le monde occidental, c'est un énorme problème qui nous arrive dans la figure. Et donc, que ce soit à titre individuel déjà, il faut le préparer, parce que, alors soi ou ses enfants, hein, voilà, mais aussi au niveau de la société. Je trouve que c'est quand même quelque chose, si la société ne se rend pas compte de ce qui va advenir, bah évidemment que là, on va vers une histoire cyclique où on va vers l'effondrement. Donc, pour lutter contre l'effondrement, que ce soit via des manipulations génétiques, bon, moi, je pense que rien que
inciter, trouver des moyens incitatifs assez costauds. Mais putain, je prends toujours cet exemple, mais on a eu le Covid. Le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'État qui a pris en main le destin des gens en les forçant à la vaccination, aux gestes barrières, au confinement et compagnie. Bon, je veux dire, si l'État est capable de faire ça pour le Covid, on est capable de le faire pour la question du déclin de l'intelligence, du QI. Donc voilà, là où il y a la volonté politique, on en revient au début de l'émission. L'État, quand il le veut, il nettoie le métro parisien, en fait. Ouais, les écuries d'Augias sont nettoyées en temps voulu. Je souris en imaginant l'État qui force des hommes un peu trop indécis à se mettre avec telle femme. Elle te plaît pas, mais elle est intelligente. Fais-le pour la société. En fait, il y a un ensemble de mesures, mais on en reparlera en plus sous d'autres cieux, Daniel, tous les deux, avec peut-être une autre personne à la place d'Hermine pour aborder ces sujets-là. Mais il y a des moyens quand même politiques. Mais pour ça, il faut lire ce bouquin. En fait, ce bouquin, c'est pas vous qui devez l'acheter. Enfin, vous devez l'acheter vous, mais il faut que Emmanuel Macron le lise. Il faut que nos dirigeants le lisent. Il faut que Emmanuel Macron, on s'en fout, c'est pas la question. Très mauvais exemple. Il faut que Marion Maréchal le lise, ce bouquin. Il faut que Éric Zemmour le lise. Il faut que Marine Le Pen et Jordan Bardella lisent cet ouvrage. C'est ça le vrai sujet, en fait, parce que c'est les élites de demain, politiques ou autres, qui doivent prendre conscience de ça pour forger une société qui nous permette d'éviter la catastrophe. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est drôle parce que vraiment fusion des esprits, j'allais conclure, enfin aller vers ça. Pour moi, c'est un vrai sujet politique et peut-être même que ça l'est plus sérieusement. Quand je dis sérieusement, c'est plus envisageable de parler de cela que de parler, par exemple, des différences raciales en fonction de la biologie, parce que ça, c'est tangible. Et je dirais que c'est un sujet qui est transracial, en fait. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet de société. On peut utiliser un périvocabulaire qui est moins effrayant, parler de civilisation, sauver la civilisation avec un grand C. Daniel, il n'y a même pas de question ethnique dans ce bouquin. C'est purement européen. Non, tout à fait. Et je dirais que ça permet d'envisager et de proposer une politique qui prône l'excellence, en s'appuyant sur des arguments, en disant écoutez, on va droit dans le mur et la société telle qu'on l'aime aujourd'hui ne peut pas perdurer. Finalement, Hermine me disait tout à l'heure, mais bon, on va s'en sortir avec la génétique, avec les données, avec les IA, etc. Enfin, c'est moi-même qui disais ça, mais elle allait dans ce sens-là. Mais justement, toute la question est là. En fait, c'est un peu une course. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va gagner? La société de la médiocrité, l'idiocratie en marche ou, je dirais, les rêves prométhéens que la Silicon Valley nous met dans la tête et est en train vraiment de rendre concret. Ces gens-là se posent la question. Vous savez, quand Musk, et là je suis très sérieux, je ne sais pas si Musk a lu Dutton, mais sans le vouloir, il va clairement dans cette direction. Musk est effrayé par ce qu'il appelle le collapse, en fait, l'effondrement démographique, lui-même qui crée l'effondrement de la société. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les chiens ne font pas des chiens. Le père de Musk a eu une phrase limite et on l'a interrogé sur la démographie mondiale et il a dit oui, comment ne pas être inquiet de j'essaie de trouver le mot exact, de la baisse de natalité dramatique des pays productifs. On lui a demandé mais qu'est-ce que sont les pays productifs? Et il a répondu les pays productifs. Non, mais c'est une bonne expression qui veut tout dire sans dire les choses, on va dire, de manière trop vexante. Mais tout est là. Voilà. Parce que si vous regardez en fait les pays qui font le moins d'enfants, ce sont les meilleurs, tout simplement. Tiens, je vais conclure sur ce livre avec cet extrait qui n'a plus grand-chose à voir avec le crépuscule, enfin avec le déclin du QI, mais qui est quand même très intéressante parce que il nous parle de la parenté génétique de Dutton. Il nous dit voilà. Des gens qui sont, par exemple, des tantes, quand elles, ou des oncles, quand ils se battent pour des neveux ou des nièces, ils se battent aussi pour leur gène parce qu'il y a une parentalité et finalement, ils défendent leur héritage génétique aussi. Parce qu'évidemment, il y a un lien de famille et donc il y a un lien génétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il légitime la préférence nationale d'un point de vue biologique, avec cet extrait que je vais vous lire. Donc, il parle du psychologue politique australien Frank Salter qui a calculé que dans un monde divisé uniquement entre anglais et danois, 2 individus moyens anglais auraient un coefficient de parenté de 0,0021, tandis que le coefficient de parenté entre un anglais et un danois serait nul. Ce coefficient équivaudrait à avoir 6 arrière-grands-parents en commun, ce qui signifie qu'ils seraient des cousins au 7e degré. Ainsi, du point de vue génétique, ils seraient
adaptatif et logique pour un Anglais de lutter pour protéger son groupe ethnique contre les Danois, même s'il risquait de ne pas avoir de descendants directs dans cette bataille. Si son action aboutissait à la préservation de son peuple, il compenserait largement le fait qu'il n'aurait pas de descendants directs. En fait, on a une parenté génétique avec les gens qui nous ressemblent et donc les nationaux, ce qui fait que quand on défend sa nation, sa patrie, on défend son héritage biologique à soi aussi. Alors pas au même niveau que si c'était défendre son fils dans une bagarre, par exemple, mais ça légitime Oui. scientifiquement le sentiment de préférence nationale puisqu'on est avec des gens qui nous sont apparentés. Alors ça, c'est quelque chose qui était valable avant les années 80-90, puisque aujourd'hui, on a pas mal de gens qui sont plus des cousins très éloignés, mais qui sont vraiment des gens d'une autre planète. Mais ceci étant dit, j'ai trouvé ça marrant et vous avez plein de petites choses comme ça dans ce livre qui sont super intéressantes et vraiment de grande qualité. Donc, je vous encourage vivement à le commander. Juste avant de terminer, juste un mot quand même sur une autre œuvre qui est sortie récemment chez toi. Il s'agit d'une œuvre pour enfants et c'est une continuation logique de notre discussion finalement. Les hyènes et la forêt de Jérémy Lampedusa. Jérémy qu'on salue puisque c'est aussi un contributeur Sunrise. Donc merci Jérémy. Et je vous encourage vivement à acheter cet ouvrage. Si vous avez des enfants, neveux, nièces, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel avec des bonnes morales qui vont bien. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement, Daniel ? Oui, alors c'est sur un sujet effectivement qui n'a aucun rapport, mais Jérémy m'a envoyé son livre et j'ai réalisé que je n'avais pas en fait, dans mon catalogue, il n'y avait pas d'œuvre à destination des enfants. Alors, c'est vrai qu'il faut préciser à quel type d'enfant, parce qu'enfant, ça veut tout et rien dire. À quel âge, en fait, on peut offrir ce livre à des enfants? Alors, je dirais entre 3 et 6 ans. C'est un livre pour les petits-enfants qu'on peut lire aux petits-enfants, qui raconte une histoire qui est simple. Le livre fait une trentaine de pages, il se lit environ en 10 minutes. Voilà, il y a des images, il y a du texte. Donc, l'idée, c'est de proposer un livre pour enfants. Hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de dimension politique stricte, mais qui a un message, on va dire, convenable, voilà, un joli message, voilà, une jolie morale, et qui plaira à vos enfants, je pense, qui est très coloré. C'est pas compliqué. Les abonnés Sunrise, il y a eu quelques commandes d'abonnés Sunrise dont on discute sur notre canal ensemble en privé, et ça a été hyper apprécié par les enfants, ce bouquin. Ah oui. Voilà. Donc franchement, ça a été. Je crois qu'il y a eu 2-3 achats de la communauté de parents et ça a été apprécié à chaque fois. Donc c'est très bien. Hermine, je sais pas si tu l'as lu ou tu l'as acheté ou pas. Mais je vais lui envoyer, tiens, Hermine. Tu fais des envois presse. Voilà, je ferai une recommandation une fois que je l'aurai lu à mon fils. C'est adapté à son âge. C'est à partir de quel âge? Parce que moi, il est petit encore. Hein. Ah oui, c'est vrai que le tien est peut-être encore un peu petit. Je dirais vraiment entre 3 et 6 ans. Mon enfant a 3 ans. Je lui ai lu il y a quelques jours. Et il a compris. C'est suffisamment simple pour qu'il puisse comprendre. Voilà. De toute façon, les animaux, ça marche toujours. Hein. Il y a des trucs, les animaux, les dinosaures, il y a des impératifs. Voilà, il y a des choses qui fonctionnent toujours avec les enfants. Mais je dirais que là, c'est les couleurs un peu chatoyantes, voilà, très, très vertes, très. Un univers enfantin, tout simplement, qui est plaisant. Je suis ravi de savoir que des parents ont été contents. Ouais, écoute, c'est le cas. Les enfants de la communauté Sunrise, je peux te dire, ont apprécié. Donc, c'est l'essentiel. C'est déjà ça. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était une émission qui était complète. Voilà. Je vous rappelle, vous avez le lien en description pour acheter Le Crépuscule de l'intelligence. Vous avez un lien en description aussi pour soutenir le travail de Daniel avec son espace Super Daniel avec des vidéos exclusives de qualité, nombreuses. Donc voilà, et parfois, tu mets des vidéos privées en public, notamment celle sur Poutine et l'islam. C'est vraiment une très bonne vidéo. Vous avez également en description le lien pour suivre Hermine sur Twitter. Et puis, vous avez tous les liens qui vont bien aussi. Je vous laisse regarder tranquillement. Et puis voilà, je ne sais pas si vous voulez un petit mot de fin, Hermine, pour commencer, pour finir. Sur tous les sujets qu'on a évoqués, non, je dirais juste que j'ai beaucoup apprécié également ton petit medley de toutes tes interventions et que je trouve que c'est un excellent argument pour s'abonner à ton contenu. Donc voilà, s'il y en a qui ne le sont pas encore, je recommande également. Merci, c'est gentil. Et puis Daniel, le mot de la fin pour l'éditeur. Écoute,
Merci de m'avoir reçu. J'aurai l'occasion sur mon espace, enfin mes espaces de parler du livre de Dutton. C'est un livre de presque 400 pages, donc il y a plein de parties, il y a plein d'arguments, effectivement. C'est une fierté pour moi de l'éditer. Et puis surtout, du succès de ce livre va dépendre, je dirais, la continuation de ce projet éditorial que j'ai, qui est de traduire en français des œuvres dont on entend trop peu parler, voilà, qui ont une base vraiment scientifique forte, bien pour appuyer les thèses, je dirais, du réalisme biologique. Voilà, on va le dire comme ça. Ouais. Et puis j'étais ravi de partager la scène avec Hermine, qui est splendide. Voilà, très cinégénique, un sourire permanent, éternel, c'est très beau, c'est parfait. Ah, et oui, c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance, c'est l'esprit Sunrise. L'esprit Sunrise communique. Et franchement, on a réussi à rester positif malgré l'actu un peu immonde qu'on a fait au début et malgré le sujet quand même fin de civilisation. Je veux dire, c'est un peu lourd théoriquement, hein, mais on s'en sort bien quand même, on s'en sort bien. Bref, bon, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous avez été très nombreux en direct, ça fait plaisir. N'hésitez pas, surtout, vous mettez le petit pouce bleu, vous abonnez à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, très important. Et aussi, remettez un petit commentaire une fois que la rediffusion sera disponible, c'est-à-dire dans quelques instants, tout simplement. Pour le référencement, les amis, c'est très important. Voilà, bon bah écoutez, salut Hermine, salut Daniel, et salut tout le monde.